Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous avons la jeunesse qui nous rend visite. Nous allons ensemble les recevoir. Elles ont un sujet brûlant à partager avec nous et nous sommes pas peu fiers de voir ce qu'elles font. C'est l'afroféminisme, s'il vous plaît, en France. Qui plus est, nous recevons donc nos invités du jour, Cécilia Wilson. Bonjour Cécilia. Bonjour Lady. Merci d'avoir accepté notre invitation, Cécilia. Vous êtes étudiante en relations internationales, mais vous êtes aussi à l'origine, comment dois-je dire, la fondatrice du magazine IA Africa. Oui. Un magazine en ligne. Je vous le laisse le présenter d'ailleurs. Alors, IA Africa est partie de l'idée en fait qu'à Sciences Po, il existait des magazines mais qui ne représentaient pas les minorités visibles. D'accord. Du coup, nous avons décidé avec 3 autres amis de mettre en place une sorte de magazine en ligne, de web média contributif, mais qui donne la voix à toute personne, quelles que soient les origines, sur le How are you related to Africa? Traduisez, quel est votre lien avec l'Afrique? Madame, monsieur qui nous regardez, Cécilia est donc étudiante à Sciences Po. Et sur le plateau, toujours étudiante, cette fois-ci en droit, c'est Emmanuel avec ses belles tresses. Emmanuel Marfo, bonjour. Bonjour. Étudiante à la Sorbonne, c'est cela? Oui. Et à vos côtés, Fatou Kiné, bonjour Fatou. Bonjour Lady. Étudiante en lettres à la Sorbonne aussi. Et toutes les deux, vous appartenez à l'association ADEAS, association des étudiants africains de la Sorbonne. Très bien, merci mesdemoiselles d'être présentes. Je rappelle que votre association est donc celle qui organise le 13 février, c'est cela. Le 13 février, une conférence sur l'afroféminisme. Et vous avez accepté de venir enlever de rideau, de nous parler de cela. Mais avant d'aller de l'avant, j'avais une question en off. C'était, il y a donc une association des étudiants africains à la Sorbonne. Oui. Et pourquoi donc? L'association a été créée en 2002 par des étudiants venus du continent, en fait, qui s'inspiraient de tout ce qui est l'esprit panafricain, la négritude. Et en fait, le but de l'association, c'était de mutualiser aussi, d'entretenir l'héritage de la culture africaine et d'échanger, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on venait de différents pays, de différentes ethnies. Donc, on avait voulu se rassembler autour d'un même repas, d'une même conférence et discuter en fait de l'Afrique en France. Et ma question était, Fatou, j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là. Vous êtes donc étudiante à la Sorbonne, tout ça de trajet, de parcours scolaire pour finalement se reconstituer en association d'étudiants africains. Et vous disiez, vous avez des problèmes communs, quels sont-ils? Disons que c'est plus facile de discuter de problèmes liés au racisme, à notre sentiment, enfin au sentiment qu'on peut avoir quand on parle avec d'autres personnes, quand on interagit avec d'autres personnes qui ne viennent pas des mêmes endroits que nous ou qui ont une autre relation avec leur citoyenneté, ou etc. Avec des Européens, disons, des Blancs. Et disons que ça nous permet vraiment de pouvoir nous exprimer librement et de ne pas avoir à être tout le temps en conflit. D'accord, c'est donc une thérapie de groupe. Exactement. Très bien, mais il y a des étudiants de tous bords, des Asiatiques, des étudiants venus de partout dans le monde, dans ces grandes écoles. Et pour parler de IA Africa, le magazine auquel vous faisiez allusion, y a-t-il eu, avant cela aussi, un regroupement d'étudiants venus d'Afrique? Oui, alors à Sciences Po, il existe en fait plusieurs associations d'ailleurs. Il existe l'ASPA, l'association de Sciences Po pour l'Afrique, qui réunit les étudiants africains. Mais disons que moi, personnellement, avec mes 3 amis avec qui nous avons créé IA Africa, nous avions envie d'aller plus loin en fait, d'être totalement apolitique et de donner la voix à strictement tout le monde. C'est-à-dire que ce soit des Caribéens, des Chinois, des Afro-Américains, des Français, qui tout simplement partagent un témoignage en fait, ou alors une analyse, peu importe qu'elle soit économique ou géopolitique, sur le continent ou sur ce qu'ils vivent en lien avec le continent. Très bien. Que de bonnes choses en perspective. Nous vous recommandons d'aller donc à la fin de cette émission ou à la fin de cette semaine sur Internet pour trouver IA Africa. IA Africa. IA veut dire la mer en Yoruba, c'est ça? Exactement, c'est I-Y-A et ça veut dire mer en Yoruba. Très bien. Nous allons donc rentrer dans notre sujet. Alors, votre association, mesdemoiselles, organise cette conférence sur l'afroféminisme en France. Commençons par le début du commencement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que déjà que l'afroféminisme revenait en fait un peu au devant de la scène, notamment avec la création de collectifs comme le collectif Moissy,
il y a 2 ans, il me semble. Et aussi, on s'est rendu compte qu'on avait un certain a priori concernant ce mouvement. Déjà, on associait féminisme avec l'idéologie occidentale. Et on se disait, oula, afroféminisme, est-ce que c'est pas un truc qu'on essaye de mettre dans notre culture africaine, un truc qui est extérieur à l'Afrique? En fait, on essaye de faire un melting pot qui ne doit pas être fait. Et donc, on voulait en fait faire partager ce mouvement qui pour nous est nécessaire en France et qui a existé aussi en Afrique bien avant les mouvements féministes en Europe. C'est quoi le féminisme d'ailleurs? Je ne me souviens plus, je suis un tout petit peu vieille là. C'est quoi pour vous le féminisme? Alors pour moi, le féminisme, je prendrais plutôt des personnes qui l'incarnent. La Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, très connue notamment pour ses phrases en fait sur le féminisme, sur le fait que ce n'est pas la peine d'obliger une femme à se marier avant 30 ans notamment. C'est son cheval de bataille. Et c'est vrai que dans nos sociétés subsahariennes, souvent il y a une espèce de pression sociale derrière qui ne devrait pas être et qui n'existe pas pour les hommes pour inciter les femmes à se marier. Après, le féminisme, je trouve qu'on le retrouve quand même dans nos sociétés africaines, c'est-à-dire qu'il existe en substrat, puisque très clairement, c'est la femme, en tout cas d'où je viens, du Togo, c'est la femme qui porte tout le foyer sur ses épaules. C'est elle qui va au marché, c'est elle qui fait des affaires, c'est elle qui revient, c'est elle qui prend soin de toute la maison, et on est loin du patriarcat occidental. Est-ce que finalement, dans ce qu'elle vous dit, n'y a-t-il pas matière à partager les mêmes combats que l'on soit au pôle Nord ou au pôle Sud, Fatou? Oui, exactement. Et cette conférence va vraiment dans cette lancée parce qu'on essaie vraiment de comparer le féminisme américain qui est plus connu avec des féminismes différents, des féminismes français, des féminismes, l'afroféminisme, le féminisme africain, pour montrer que c'est le même combat à la base et que c'est la même relation homme-femme et qu'on est tous pareils d'une certaine façon. Mais après, je pense qu'il y a des revendications qui nous touchent plus en tant que femmes noires que les femmes blanches, entre guillemets, ne rencontreront pas. Comme quoi, par exemple? On parle de double domination, la domination vis-à-vis de la race entre noirs et blancs. Et on parle aussi d'une autre domination entre femmes et hommes. Donc on dirait que la femme noire est doublement soumise en fait. Et donc on a cette particularité-là qui fait qu'on a besoin de créer un mouvement propre pour les femmes noires. Est-ce que vous pensez qu'une femme blanche de peau qui vit en Afrique et qui se fait siffler dans la rue par un homme, quelle que soit la couleur de cet homme, ne vit pas elle aussi une double peine, entre guillemets? Oui, de ce point de vue-là, mais après les femmes blanches n'ont pas les problèmes liés à l'excision, par exemple. Mais elles en ont bien d'autres. Oui, c'est sûr. Y a-t-il une hiérarchie d'ailleurs entre les problèmes que l'on rencontre quand on est femme? Une hiérarchie, je dirais pas. Ça dépend du point de vue de chaque femme. Pour certaines, l'excision est complètement normale. Pour d'autres, c'est une abomination. Donc je dirais que non, il n'y a pas vraiment une hiérarchie pour tout le monde. Ça dépend des femmes. Sachant que quand on parle de l'excision, toutes les femmes ne sont pas confrontées à cette réalité. Oui, ça dépend des ethnies. Quand bien même elles seraient noires. Oui. Alors, n'y a-t-il pas quelque part quand même un clivage qui n'a pas nécessairement lieu d'être entre la question des droits des femmes? Les femmes sont des êtres humains comme tous les autres, quelle que soit la couleur. Est-ce qu'il est utile vraiment d'apporter cette spécificité, non pas sur les réalités de chacune en fonction de l'endroit où elle se trouve, mais sur la question des origines? Est-ce que cette compilation-là, quelque part, n'est pas préjudiciable au combat dans l'ensemble? Le problème, c'est que ce combat-là est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où ces différences-là sont bien marquées. Quelle société? N'importe quelle société. Disons qu'on est dans un monde mondialisé où on considère, on peut dire qu'il y a une certaine hiérarchisation des races. Quoi qu'il arrive, qu'elle ne soit pas, enfin, elle peut même être inconsciente. Inconsciemment, on fera toujours une différenciation entre un blanc et un noir. Et le problème, c'est qu'on voudrait bien arriver à ça, mais ce combat-là, on pourrait bien arriver à une égalité, on n'aurait pas à considérer les races, à arriver à color blindness. Mais c'est ce combat-là qui est nécessaire. Je trouve que ce combat est nécessaire pour arriver à ça. On n'en est pas arrivé encore au stade où, inconsciemment, les personnes ne font pas de différence entre les races de chaque personne. Est-ce que vous pensez qu'une femme dans sa campagne, dans mon village, prenons un exemple au hasard, bien sûr, a cure de ce qui se passe
sur la place parisienne, par exemple, elle est dans sa réalité, elle est dans ses turpitudes, elle est dans ses bonheurs aussi. Est-ce que la réalité de sa situation de femme est tributaire de ce qui se passe ici, par exemple? Parce que finalement, chacune est plongée dans son environnement. Bien sûr qu'il y a des sociétés, il y a certaines sociétés qui sont très isolées. Mais ce sont des sociétés très très rares. Elles sont rares aujourd'hui. Je veux dire que je sors de ma bourse. Non, ce que je veux dire, c'est que nos relations, même si on le sent pas, même si on n'est pas, si on n'a jamais vu d'Européens face à soi, on a la télé, on a Internet, on a tout ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des dynamiques internationales et on sentirait qu'il y a un sentiment d'infériorité parfois par rapport à un blanc. Même si, pour un Africain, même s'il vit à l'extérieur. Cécilia? Alors, moi, je ne ferai pas la distinction par rapport à un blanc, mais je dirais que c'est quand même important d'avoir un afroféminisme, mais au sens d'un féminisme africain, peut-être, comme il y a eu un afroféminisme aux États-Unis. Parce que très, très clairement, les problématiques, effectivement, des femmes, en Afrique noire notamment, ne sont pas les mêmes que les problématiques des femmes en Europe. Mais je pense qu'il faut sortir de la question de la couleur pour plutôt parler en termes de zone géographique, en fait, et de réalité de terrain géographique, tout simplement. Et une fois qu'on a dit cela, en quoi est-ce que quelque chose qui porte le même nom, que ce soit pour l'Afrique, parce que vous l'appelez afroféminisme, et pour ce qui se passe aux États-Unis, que vous appelez aussi afroféminisme, en quoi est-ce que c'est vraiment la même réalité pour les unes et pour les autres? Je reprends encore les grand-mères dans mon village, ou les femmes de mon âge dans mon village, isolé, précisait Fatou. Est-ce qu'elles vivent la réalité de je ne sais qui dans je ne sais quelle campagne américaine? Bon. Toutes noires qu'elles sont et toutes femmes qu'elles sont. Après, peut-être qu'il y a un problème au niveau du nom que l'on donne. Peut-être, certainement oui, même. Il y a sûrement un problème au niveau du nom que l'on donne à ce mouvement, mais c'est un mouvement à la base pour l'émancipation et la libération des femmes. Jusque-là, on entend bien ce que vous dites. Mais la désignation afro, c'était ma question du début. Est-ce que c'est une question de couleur de peau? Est-ce que c'est une question d'espace géographique? Qu'est-ce que ça désigne vraiment? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer? Parce que ma question reste entière. En même temps, la couleur de peau, elle est liée à la géographie. Mais si on en revient à ma question, Fatou, est-ce que la femme qui est aux États-Unis, qui est noire, aussi noire que celle qui est dans votre village, je ne sais pas, est-ce qu'elle partage nécessairement les mêmes réalités? Disons qu'elles ne partageront pas les mêmes réalités. Aujourd'hui, même une afroféministe américaine ne sera pas pareille qu'une afroféministe française. Mais quand on parle, c'est ça, quand on parlera de représentation, quand on parlera de rapport à l'homme, je pense qu'il y a des choses qui se regroupent. Vous en êtes certaine ou vous pensez que? Oui, j'en suis certaine. Ne serait-ce que... Parlons juste de la beauté de la femme noire. Alors, parlons de la beauté de la femme noire. Parlons-en. De l'image de la femme noire par rapport... enfin... Ça, c'est vrai que c'est un débat. L'image, c'est pour ça que nous sommes là, la diversité. L'image de la femme noire, c'est-à-dire... D'ailleurs, pardonnez-moi de vous interrompre. Qui voit-on en photo, les filles? Tournez-vous vers l'écran. Angela Davis. Dis donc, elles connaissent leur classique. même quand elle a changé de coiffure, là, Angela. Bon, alors, pardonnez-moi, je vous laisse continuer. Oui, donc je disais que concernant la beauté noire, c'est vrai que c'est une très grande question. C'est un cheval de bataille pour beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde, notamment dans les médias. Et très récemment, on a vu qu'il y a eu de grands débats sur notamment la question du colorisme. En termes de beauté noire, le fait qu'on mettait plus en avant des femmes métissées, des femmes blanches, que des femmes véritablement dites noires, des femmes peau ébène, effectivement, avec la volonté qu'il y ait plus de mannequins comme Ajak Deng, par exemple, qui soient représentés. Mais après ça, est-ce que cela relève de la comment dire, des représentations machistes ou patriarcales? Ça, c'est une grande question. Une grande question que je pose. Alors, autre question qui se pose quand on est sur le plaidoyer des droits des femmes au long cours, comme nous le sommes dans cette émission, et que l'on voit des femmes de tous bords, de toute origine, se mobiliser contre l'excision, est-ce que vous pensez qu'il soit justifié de les exclure parce que finalement, elles s'engagent en
faveur de celles des femmes, par exemple, qui subissent l'excision en disant les femmes sont des êtres humains comme tout le monde, on n'a pas le droit de porter atteinte à leur intégrité physique ou morale. Que répondez-vous à celles-là? Vous leur dites, bon, écoutez, vous n'avez pas été excisé, vous ne le serez jamais, ça vous regarde pas, mettez-vous de côté, et en plus vous n'êtes pas noir? Ou est-ce que vous entendez quand même qu'il y a une universalité dans le désir de toute personne, les hommes compris, car il y a des hommes qui s'engagent aussi en faveur de tout ce qui concerne les femmes? Que répondez-vous à ces personnes-là avec un intitulé afroféminisme? Non, mais après, après, il y a des collectifs qui excluent les hommes et aussi les femmes blanches. Parce qu'ils se disent que voilà, on a nos souffrances à nous et ce n'est que nous qui pouvons les représenter d'une certaine façon. Mais après, le mouvement, en général, il reste ouvert. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été excisé qu'on ne peut pas défendre une personne qui a été excisée. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Il y a une différence entre des sympathisants qui sont tous acceptés et en fait, oui, les visages qui représenteront les associations. Parce qu'aujourd'hui, enfin c'est un exemple, mais il y a beaucoup de membres du collectif Moissy qui étaient qui étaient avant. C'est ce collectif. Le collectif Moissy, c'est un collectif intersectionnel afroféministe qui s'intéresse aussi à des problématiques de genre, de sexualité. Et c'est vraiment un collectif qui, pour ses membres, n'accepte que des femmes noires, mais qui acceptera des sympathisants de tous bords. Mais donc vous disiez ce collectif-là, donc par rapport à ce que vous nous disiez. Ce que je disais, c'est qu'on pourrait retrouver des membres qui, avant, étaient dans d'autres associations féministes ouvertes à tout le monde, mais qui se sont rendus compte que souvent, on ne les gardait que pour des questions de quotas et qu'elles n'étaient pas représentées, en fait, que leur combat n'était pas assez défendu. Et c'est pour ça qu'elles ont ressenti le besoin de former leur propre association, leur propre collectif. Mais on peut comprendre ça. Oui, allez-y, je vous prie. Et on peut comprendre qu'elles veuillent se représenter elles-mêmes et qu'ensuite, qui veut participer au combat puisse participer, mais à côté, contribuer, oui. Alors, on va prendre un exemple, la question des droits de l'homme, par exemple, des droits humains, pour parler précisément. Quand les uns et les autres se mobilisent, des êtres humains sur toute la planète, faut-il compartimenter les choses en disant si ce sont des Chinois, alors ils sont mieux représentatifs de ce combat-là parce qu'eux, ils sont Chinois, quand bien même ils ne seraient pas en Chine d'ailleurs, et puis une telle autre personne de toute autre origine, en étant représentatif que de la catégorie à laquelle on appartient par ses origines, quand bien même géographiquement on n'y est pas? Voilà une question. Alors, le communautarisme n'est pas mauvais quand il sert à propulser le débat sur la place publique. Je m'explique. Le but, ce n'est pas de rester entre nous, c'est-à-dire de ne faire qu'un combat entre femmes noires, entre femmes blanches et ainsi de suite, mais dans la mesure où certaines minorités visibles ne sont pas de toute façon assez entendues dans certains débats publics, il est peut-être bon d'avoir en premier lieu une approche communautaire avant de s'ouvrir complètement. Alors, entendu par qui? Parce que voilà une grande question. Si on parle de l'afroféminisme, et si je comprends bien ce que vous disiez, c'est vécu par les femmes noires. Est-ce que c'est les femmes noires en Afrique qui sont l'objet de votre conférence, ou les femmes noires aux États-Unis, qui sont tout autant afro, ou les femmes noires au Brésil, ou les femmes noires en France seulement? Qui désignez-vous? Pour la conférence, dans le cadre de la conférence, oui, c'est exceptionnellement que l'afroféminisme en France. Mais après, je pense que dans l'introduction, on présentera la source, donc l'Afrique. Sans oublier la Caraïbe, d'ailleurs. Les Caraïbes aussi, oui. Mais... Alors, que ferez-vous de la Caraïbe? Parce qu'on sait très bien de mémoire qu'il y a toujours cette guéguerre entre la Caraïbe et l'Afrique. On n'a déjà pas fini de s'entendre dessus. Comment allez-vous faire pour fédérer autour d'une cause qui est commune? Si vous considérez qu'elle l'est, d'ailleurs. Oui. Disons qu'on ne creusera pas ça. Disons qu'on ne creusera pas exactement ça. Mais il y a l'intervenante, Françoise Vergès, oui, qui est... caribéenne. Qui est caribéenne, oui, mais je pense qu'on se spécialisera vraiment dans l'afroféminisme en France. C'est ça, vraiment en France, parce que... Oui, non, mais elles sont, ces personnes, ces femmes que vous ciblez, sont venues de partout. Elles sont noires, elles sont en France, elles ne sont pas toutes venues d'Afrique, elles peuvent être de la Caraïbe, du Brésil ou de partout ailleurs. Oui. Que faites-vous pour les fédérer alors que finalement les origines sont différentes et que les réalités ne sont pas nécessairement les mêmes, quand bien même la couleur de peau est la même? C'est une vraie question, encore une fois. Mais les origines restent les mêmes, plus ou moins. Enfin, dans mon avis, à moi,
Oui. Dans ma tête. Pour moi, sortir de sa tête. Ne faut-il pas sortir de sa tête pour aborder tout cela? Oui, mais après, je pense que les Caribéens et les Antillais viennent. Écoutez, je vais réitérer ma question et être plus claire. Après, vous pourrez répondre. Vous pourriez avoir ce jour-là, parmi les personnes qui viennent écouter ce que vous avez à dire, des femmes afro, considérées comme étant afro, donc des femmes afro-américaines qui sont là, qui partagent en commun, et c'est peut-être le seul partage qu'elles ont, le statut de femme et la couleur de peau, avec des femmes africaines qui sont là, elles aussi, en France, et puis avec des afro-brésiliennes qui sont là, et puis des caribéennes. Alors, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous voulez proposer pour toutes ces femmes qui partagent en commun ce que j'ai énoncé, mais qui ont d'autres spécificités? Comment allez-vous faire? Disons que je pense que vraiment cette conférence... Car il y a un objet. Pourquoi cette conférence? À quoi voulez-vous arriver? L'objet de la conférence, c'est vraiment la relation de ces femmes-là à leur vie en France. Bien sûr qu'elles viennent d'horizons différents, mais elles se retrouvent et elles sont censées cohabiter avec des personnes en France. Et on parlera de l'afroféminisme français. Des problématiques. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a de particulier qu'on vit dans un pays où certaines personnes diront que... Il y a une grande histoire coloniale de la France. Exactement, l'histoire coloniale, le fait qu'on n'ait pas d'origine européenne et qu'on vit dans un pays considéré parfois comme corrompu. Je me permets un mot. Oui, Cécilia. L'hypersexualisation de la femme noire aussi. Il faut arrêter d'avoir une certaine image de la femme noire. Parce que ça, c'est insupportable. Et c'est peut-être l'un des principaux combats des afroféministes françaises. Mais alors, cette hypersexualisation de la femme noire, est-ce que c'est pas les femmes noires elles-mêmes qui ont une image donnée d'elles-mêmes? Est-ce que c'est forcément extérieur? Parce que finalement, le matin, quand on s'arrange dans son miroir, on est en face de son miroir et pas en face de Dupont ni de Durand. Oui. Ne peut-on pas prendre la responsabilité d'être comme on voudrait être et pas comme il paraît qu'on dit que je suis? En fait, c'est plutôt par rapport à l'imaginaire. C'est-à-dire, là, je vais rentrer dans vraiment... Il ne reste pas beaucoup de temps, mais rentrons-y quand même dans cet imaginaire. Dans le tabou. Car vous voyez la photo là-bas, est-ce que finalement ces deux braves femmes ne se battent pas pour obtenir la même chose chacune, même si elles sont sur des créneaux différents? À qui allez-vous faire comprendre de se rasseoir parce que finalement, il y en a une qui est un tout petit peu... qui a les cheveux plus raides que l'autre? L'un n'exclut pas l'autre, en fait. On peut très bien parler de problématiques communes, mais après, on a chacune nos spécificités parce qu'on a chacune nos différences, en fait. Très bien. J'ai dû vous interrompre, pardonnez-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est notamment un article que j'ai lu d'une jeune femme qui s'appelle Ndeye Diarra, sur le site True Africa, qui expliquait en anglais que le problème, en fait, avec l'image de la femme noire, notamment, rentrons dans le vif du sujet, dans l'industrie pornographique, c'est qu'elle n'avait pas la même image que la femme blanche. C'est-à-dire qu'elle avait une image 10 fois plus dégradante, en fait. Et du coup, ça contribuait à nourrir un espèce d'imaginaire un peu... à la fois la question des femme-objet, une sorte de ce que j'appelle de la négrophilie. Voilà, disons les mots clairement. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ce qui n'est pas beau? Parce que pour parler de la pornographie, y a-t-il quelque image que ce soit valorisante, quelle que soit la couleur de la peau de la femme d'ailleurs, franchement? La pornographie... Personnellement, non. Bon, alors, donc à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on chipote? Mais après, si on peut dire, faut arrêter de prendre les femmes pour des objets, est-ce que ce propos-là n'a pas sa place où que l'on soit, qui que l'on soit? Les femmes noires ont la réputation d'être plus accessibles que les femmes blanches. Ça... Les femmes noires vivent dans un monde où les critères de beauté restent quand même assez européens. Et elles sont obligées, enfin... Obligées, de moins en moins, comme vous y allez. De moins en moins aujourd'hui, mais... Obligées par qui? On vit dans un monde où elles se sont obligées, si vous voulez. Elles se sont obligées... Voilà. Non, elles se sont obligées, mais par rapport à l'image de l'autre, elles ont besoin de plaire, elles ont besoin que l'autre... Et si elles prenaient le parti de ne pas chercher à plaire à autrui avec ces critères? Mais elles sont obligées. Enfin, disons... Elles ont besoin d'une... Enfin, elles cherchent une relation. Même en Afrique, une femme serait considérée plus jolie avec de longs cheveux brésiliens, une peau plus claire, par l'homme qu'elle voudra épouser. Mais vous savez, les goûts et les couleurs, il y a des hommes qui aiment absolument vos beaux cheveux courts. Hein. Disons, ça c'est en train de changer. Ça on est d'accord. Mais c'est en train de changer. Mais les critères de beauté
ne vont pas en... sont produits avec notre type de peau. Quand on va dans la rue et on demande qu'est-ce que c'est que la femme africaine, c'est la femme voluptueuse. À qui vous demandez? Mais à qui posez-vous ces questions? N'importe qui, c'est toujours la femme voluptueuse qui a de Dans quelle rue d'ailleurs? Dans quelle rue? La rue de Bamako ou la rue de Paris? N'importe quelle où, rue? même à la Sorbonne. Ouais, mais vous savez, la Sorbonne. Hein. Il y a à boire et à manger à la Sorbonne. Alors, pour finir quand même sur e-Africa, hein, je rappelle que vous êtes fondatrice d'un magazine avec vos amis de Sciences Po, d'un magazine en ligne. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi de la responsabilité des magazines que de véhiculer des valeurs et de réconcilier les uns et les autres avec eux-mêmes déjà et puis avec leur entourage? Parce qu'on sent bien là que là, on surfe sur quelque chose qui ne veut pas dire son nom et qui se nourrit en fait d'un autre combat. C'est la question du racisme qui vient voler ou qui vient s'adosser à la question du sexisme pour faire ses choux gras, alors que le sexisme par lui-même devrait pouvoir continuer à se... C'est pour ça qu'on parle d'intersectionnalité. C'est pour ça, effectivement, que nous laissons la parole aux autres, justement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le revendicatif, mais nous sommes dans le « dites ce que vous avez à dire ». Et c'est pour ça que nous avons notamment eu sur le site internet un article d'une jeune étudiante qui venait de Chine. On finit dessus. Oui. Voilà, qui a sincèrement parlé des clichés qu'on pouvait avoir en Chine sur les Africains, où nous avons d'autres articles qui célèbrent en fait la diversité. Les préjugés, il y en a à gauche, à droite, chez les hommes, chez les femmes, chez les blancs, chez les noirs, chez les grands, chez les petits, chez les beaux, chez les moins beaux. Merci d'avoir accepté notre discussion dans Lady aux écoutes. Rendez-vous donc pour cette conférence le samedi 13 février. Et ce sera où? À 14h à l'amphithéâtre Guizot à la Sorbonne. Voilà qui est dit. Merci, mesdemoiselles. Merci. À demain.